Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conversation entre zèbres indépendants. Je suis Marjorie Véron, j'accompagne les zèbres, les hauts potentiels qui s'ennuient au quotidien ou qui s'épuisent au travail à développer un projet qui leur tient à cœur et qui a du sens. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Coronas, qui est l'auteur de la Revue du Zèbre. Pierre, merci beaucoup d'accepter cette conversation entre zèbres indépendants. Bonjour Marjorie, merci beaucoup de m'inviter. Avec plaisir. Pierre, on a fait connaissance hyper rapidement juste avant de lancer cette vidéo. Est-ce que vous voulez bien me raconter un peu votre parcours? Oui, alors j'ai 34 ans, je vis à Marseille depuis 11 ans, et je suis originaire de Bordeaux, donc je suis venu vivre à Marseille pour finir mes études à l'âge de 23 ans, des études de journalisme. Voilà, donc j'ai obtenu un master de journalisme à l'école de journalisme de Marseille. Et ensuite, j'ai commencé à travailler dans le journalisme. J'ai été intégré à la rédaction d'un journal spécialisé dans l'actualité des professionnels du tourisme, pour lequel j'ai bossé pendant 7 ans, qui s'appelle Tourmag, qui est basé à Marseille. Donc, ça m'a permis de pratiquer mon métier, de découvrir ce métier-là, de beaucoup voyager aussi, ce qui était très intéressant, de rencontrer des gens très intéressants. Voilà, au bout d'une certaine période, j'ai ressenti une lassitude un petit peu dans la pratique de cette profession. Également, j'ai constaté que j'avais pas forcément de possibilités d'évolution, de prise de responsabilité au sein de l'entreprise dans laquelle je me trouvais. En parallèle, j'avais mon enfant, mon fils, qui rentrait à l'école et pour lequel, du coup, j'avais besoin d'être un petit peu plus disponible pour bah, déjà le côté pratique de l'emmener, d'aller le chercher. Et également, j'avais envie aussi de profiter de lui, enfin, en tout cas, de le voir grandir et de partager des choses avec lui. Donc, à ce moment-là, j'ai réfléchi à réorienter ma carrière, ma voie professionnelle. Et donc, du coup, j'ai consulté les personnes qui partageaient ma vie, notamment ma compagne, voilà, avec qui, du coup, j'ai beaucoup discuté, et j'ai décidé donc, du coup, de partir de cette entreprise, de ce journal, pour, dans un premier temps, reprendre mes études. Et en parallèle, poursuivre le journalisme, mais en tant que pigiste, hein, donc plutôt de manière plus indépendante. Donc j'ai repris mes études pendant un an, j'ai refait un master de communication, mais orienté plutôt recherche, avec l'idée ou l'objectif ensuite poursuivre sur la rédaction d'une thèse, et du coup essayer d'obtenir un doctorat, ce qui n'a pas pu être possible à l'issue de ce master-là, pour cause d'impossibilité de financer mes recherches ensuite, hein. Je ne voulais pas le faire de manière indépendante ou autofinancée, parce que c'était techniquement impossible, matériellement impossible pour moi. Donc du coup, à l'issue de cette année de reprise d'études, donc j'ai obtenu mon master. Ça a été une année très intéressante parce que j'ai bossé vraiment seul, et j'ai fait un mémoire de recherche qui m'a vraiment comblé au niveau du travail et du rythme, parce que c'est vraiment, enfin, j'aime beaucoup travailler sur des sujets longs et vraiment, du coup, creuser à fond. Donc ça a été très, très intéressant. À l'issue, donc, j'ai pas eu la possibilité de poursuivre plus loin, malheureusement. Donc, j'ai un petit peu d'essayer de travailler suffisamment pour vivre en tant que journaliste pigiste. Mais étant basé à Marseille, et n'ayant pas la possibilité non plus d'avoir des horaires complètement décalés, de bosser les week-ends, d'être tout le temps disponible, ça a été compliqué parce que bah, concrètement, j'arrivais pas à en vivre, hein, quoi. Donc il a fallu que je réfléchisse à d'autres voies. Et c'est à ce moment-là où j'ai eu l'idée de lancer la Revue du Zèbre, parce que euh, voilà, bon, donc, moi j'avais été identifié comme ayant un haut potentiel intellectuel, mais très jeune, il y a très longtemps. C'était quelque chose qui avait été fait dans le cadre de l'école. Je crois que c'était en CP ou en CE1. Il y avait eu des tests de QI qui avaient été faits à tous les élèves, et donc du coup j'avais été identifié à ce moment-là, mais ça n'avait jamais eu
aucune influence particulière. Ça n'a pas été quelque chose qui était pris en compte particulièrement dans ma vie, dans ma scolarité, dans mon adolescence. En tout cas, j'ai jamais fait le parallèle. C'est même quelque chose que j'avais oublié et qui est revenu ensuite, étant adulte, quand je me suis posé un petit peu des questions, quand j'ai constaté certains fonctionnements différents par rapport aux autres. Enfin, peut-être qu'on y reviendra. Donc, tout ça pour dire que j'ai fondé la Revue du Zèbre aussi parce que avec ma compagne et pour moi-même et pour mon fils, on cherchait un petit peu des informations sur le fonctionnement de l'enfant à haut potentiel, voir un petit peu prévoir, essayer d'anticiper ce qui pourrait éventuellement se passer pour lui, étant donné qu'on a bien identifié des signes, hein, elle aussi étant au potentiel intellectuel, que lui aurait certainement aussi ce caractère-là, enfin, je ne sais pas si on peut parler de caractère, mais en tout cas, qui serait certainement au potentiel aussi, et voir quelles implications ça pouvait avoir pour lui, comment ça pouvait évoluer. Et c'est vrai qu'on trouvait très peu, en fait, d'informations fiables. En tout cas, c'était très difficile. Tout était très éparpillé et avec beaucoup de tendances, de, euh, de points de vue différents. Voilà. Donc, j'ai identifié ce manque-là et je me suis dit, mais moi, pourquoi est-ce que je ne mettrais pas en œuvre mes compétences de journaliste, justement pour mettre en place une plateforme, une sorte de journal en ligne qui centraliserait les informations pertinentes sur le sujet et servirait aussi un petit peu de repère communautaire pour les personnes à haut potentiel intellectuel qui cherchent à vraiment s'informer sur le sujet. Je n'ai pas une démarche du tout de prôner quoi que ce soit ou de mettre en avant un courant plutôt qu'un autre. J'essaie vraiment de relayer des informations et d'avoir une approche la plus objective, la plus neutre possible sur le sujet et d'avoir vraiment une démarche journalistique. Parce que en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure ce que je n'avais pas forcément identifié, qu'il y a beaucoup de controverses un petit peu, et il y a beaucoup de gens qui essaient de mettre en avant certains aspects plutôt que d'autres. Rien que le choix, en fait, j'avais pas, au moment où j'ai lancé la revue du ZEP, en fait, j'avais pas évalué la portée de ce terme-là, zèbre, en fait. Et je me suis rendu compte en fait, il n'était pas forcément partagé par tout le monde et qu'il y en avait qui le rejetaient par principe. Et donc, du coup, ça m'a permis de comprendre aussi un petit peu ce qui se passait, les forces qui étaient, qui étaient en présence un petit peu dans cette communauté au potentiel intellectuel. Et du coup, de voir un petit peu tout ce qui se disait. Donc, j'essaie voilà, de poursuivre ça. Ça fait 1 an et demi maintenant. Hein, ça a vraiment commencé en avril 2019. Malheureusement, c'est une activité que je ne parviens pas à financer, enfin en tout cas qui ne se finance pas d'elle-même. Donc, je suis obligé d'avoir des activités professionnelles en parallèle pour m'autofinancer, hein, disons. Donc, j'ai une activité indépendante de rédacteur des débats, donc je rédige des PV de comités d'entreprise ou d'instances sociales. Et je suis également professeur de français, d'histoire géo et de communication dans un lycée professionnel à Marseille. Voilà. Et en parallèle, du coup, ça me permet en parallèle de faire vivre la Revue du Zèbre, pour laquelle j'ai quand même lancé une cagnotte Tipeee pour les gens qui veulent me soutenir et m'aider à la financer. Mais bon, ça ne permet absolument pas à l'heure actuelle de travailler à plein temps sur la Revue du Zèbre, ce qui est une sorte de regret et de frustration parce que j'ai plein d'idées, plein de projets et j'aimerais la développer et en faire un vrai journal avec une vraie ligne éditoriale à développer et éventuellement même pouvoir travailler avec d'autres personnes. Mais pour l'instant, c'est impossible. Après, je ne désespère pas. Je ne suis pas quelqu'un d'impatient, donc on va bien y arriver à un moment. Super, un zèbre avec un projet qui lui tient à cœur. Ça, je connais bien, j'adore. Merci pour ta présentation. Je vois un peu mieux maintenant quel est ton parcours. Donc, effectivement, un parcours de journaliste. Et puis, en cours de route, alors pour toi, le questionnement est arrivé, non pas du fait de la détection, mais le fait de te reconnecter à, peut-être pas même te connecter, de prendre conscience de ces différences de fonctionnement que tu as pu constater Mm. autour de toi. Quand tu parles de différences de fonctionnement, tu penses à quoi? Après, ouais, alors en fait, à un moment de ma vie où, à l'âge adulte, un petit peu, aux alentours de 25 ans, où
c'est pas à ce moment-là que j'ai ressenti une différence, parce que j'ai plus ou moins toujours ressenti une sorte de différence, une sorte de, un peu d'originalité pas dans mon comportement, mais plutôt dans mon raisonnement, dans ma manière de raisonner, de penser, d'aborder les choses. Au moment où je suis rentré dans la vie professionnelle, j'ai senti une sorte de décalage entre mes préoccupations, entre ce qui me touchait, ce qui m'inquiétait, ma sensibilité à certaines choses et celle des autres. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, enfin, en tout cas, enfin, c'est pas moi qui me le suis dit forcément, mais c'est en discutant avec les gens qui partageaient ma vie, les gens qui comptaient pour moi. Je me suis dit que peut-être ça serait intéressant d'aller voir une psychologue, enfin, de consulter, quoi. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'en fait, ben, en discutant 5 minutes avec une psychologue, elle m'a dit, mais attendez, mais vous présentez tous les traits du haut potentiel intellectuel. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais complètement mis de côté. Enfin, pour moi, c'était pas important. C'était, bah oui, c'est bien, j'ai un QI élevé a priori, ça peut me rendre service sur certaines choses. Effectivement, j'ai une scolarité plutôt simple et voilà, j'avais des bonnes notes. J'ai jamais eu de problème pour m'intégrer, enfin pour ma scolarité, pour obtenir mes diplômes, pour m'intégrer dans le monde professionnel. Voilà, c'est vrai que j'avais des facilités là, mais ça a toujours été comme ça, donc c'était pas quelque chose de particulier. Mais du coup, elle a pointé un petit peu tout l'aspect un peu plus relatif à la sensibilité et la manière de raisonner un petit peu différente, et qui pouvait du coup me créer ce sentiment de décalage par rapport aux gens que je pouvais côtoyer, sans pour autant me sentir totalement différent ou un espèce d'extraterrestre. Hein. C'était pas ça, mais c'était une sorte de petite sensation un petit peu parfois désagréable, parfois un petit peu étonnante, sur laquelle j'ai pu, en tout cas avec c'est pas, je vais pas dire ce diagnostic-là, parce que bon, déjà, j'aime pas trop utiliser le terme de diagnostic pour le haut potentiel intellectuel, parce que c'est pas une maladie, c'est pas un handicap, en tout cas en soi. Mais du coup, quand elle a pointé le doigt là-dessus, je me suis souvenu qu'effectivement, on m'avait identifié tel un haut potentiel intellectuel dans mon enfance, et que, ok, d'accord, il va peut-être falloir que je m'intéresse un peu plus à ça pour mieux me comprendre, mieux me connaître, et du coup avancer de manière un peu plus sereine. Oui. Voilà. Oui, parce qu'à l'époque où vous avez été détecté, aujourd'hui ça a beaucoup évolué depuis une dizaine d'années, 15 ans peut-être, ça a beaucoup changé. Mais à l'époque, effectivement, on avait un test de QI, au potentiel, super, il est très intelligent, et on s'arrêtait là. Aujourd'hui, Mhm. on prend vraiment conscience que au-delà de ce haut quotient intellectuel, il y a des vraies différences psychologiques. Alors moi, je les relie à une spécificité neuroanatomique avec plus de connexions, plus de neurones dans certaines zones, plus de connexions, des gaines de myéline plus importantes qui témoignent de l'activité électrique plus importante aussi, ce qui explique cette sensation d'être une effervescence permanente, une effervescence cérébrale permanente. Euh, Tout à l'heure, tu parlais de différents courants en présence dans le monde du haut potentiel. Donc ça pourrait en être deux, ceux qui voient que l'aspect intelligence, raisonnement, ceux qui voient l'aspect sensibilité. Ce serait quoi les autres courants, ou est-ce que ça, c'est des courants, et est-ce qu'il y en a d'autres? Ah oui, alors la différence se joue principalement là-dessus. Après, j'ai l'impression que avec du coup ce terme de zèbre qui a été du coup introduit par Jeanne Siofachin et qui a été développé, on a une sorte d'effet de mode là qui s'est créé, une sorte d'appel d'air, hein, avec beaucoup de gens qui du coup se sont sentis différents des autres sur le plan émotionnel, sur le plan de la sensibilité, de l'empathie. Enfin, on peut, selon les critères qu'on prend en compte, on peut toujours se considérer comme différent des autres. Hein. Et qui, du coup, ont trouvé une sorte d'explication valorisante à cette différence. Et qui, du coup, après, ça a été le développement des notions de haut potentiel émotionnel, de hyper-empathie, des termes enfin, que moi, je rejette pas, il y a pas de problème. Je pense qu'effectivement, l'hypersensibilité existe, qu'on peut être plutôt plus porté sur les émotions que sur la réflexion. Ça peut être un profil de pensée, et qui du coup a fait perdre un petit peu du sens
vraiment au HPI, au haut potentiel intellectuel, qui est défini en soi par un QI supérieur à 130. Et qui du coup, il y a eu une sorte comment dire, de non-différenciation entre un zèbre et un potentiel intellectuel, et que du coup, on a mis tout le monde dans la même catégorie, et que le problème, c'est que parfois, hein, je ne dis pas que c'est tout le monde, mais certaines personnes qui seraient identifiées comme surdouées au potentiel intellectuel auraient un côté un peu, j'allais dire élitiste, mais ce n'est pas élitiste, mais fier de ça, et qui du coup ont du mal à accepter que d'autres personnes qui ne seraient pas strictement au potentiel intellectuel s'identifient à elles et se catégorisent dans le même groupe qu'elles. Et du coup, ça crée un peu des batailles un petit peu entre les uns et les autres. Euh, voilà. Et donc, en tout cas, c'est pas que je veux pas entrer dans cette bataille-là, mais c'est que pour moi, ça m'intéresse pas en fait. C'est pas le problème. C'est que on soit au potentiel intellectuel ou pas, on peut avoir des problèmes d'hypersensibilité, on peut ou pas souffrir hein, de son hypersensibilité, parce qu'il y a des gens qui arrivent très bien à vivre avec ça. Et également prendre en compte le fait que c'est pas parce qu'on est un quotient intellectuel supérieur à la moyenne ou supérieur à 130 qu'on va avoir des problèmes, ou que ça va être un handicap, ou que ça va être un avantage. On peut vivre ça de manière très banale, très normale. Moi, je suis au potentiel intellectuel et je me considère comme une personne normale, en fait. Hein, et j'ai des amis, je connais des gens qui le sont également et que je considère comme des personnes normales, et je tiens pas compte du fait, enfin, en tout cas, je tiens pas compte du QI des gens quand je les fréquente. Du coup, le problème, c'est que ensuite, après, c'est peut-être quelque chose qui est grossi ou exagéré par les réseaux sociaux aussi, parce que du coup, je fréquente beaucoup les forums ou les groupes Facebook spécialisés, et j'ai l'impression vraiment qu'il y a des guerres de chapelle, et que voilà. Et je me suis même fait attaquer au début sur le nom de la revue du GIZ. Les gens m'ont dit vous bossez pour Jeanne Siofachin, vous dévoyez la définition du haut potentiel intellectuel, à vouloir intégrer tout le monde comme c'est comme ça. On a l'impression que toute la population est zèbre, en fait, hein, que tout le monde est surdoué. Et parce que bah, c'est vrai, effectivement, c'est plutôt une explication valorisante et positive des différences, hein, plutôt que de dire vous êtes hypersensible ou vous savez pas gérer vos émotions. On va dire ben non, si vous vous sentez différent, c'est parce que vous êtes trop intelligent, hein, trop intelligent pour être heureux. Effectivement, donc et je pense que elle en faisant cette analyse-là, elle a aussi pensé à ça certainement, et que voilà, des gens en ont profité. Mais bon, après, si ça aide des gens à se sentir bien, j'ai aucun problème avec ça, et voilà, je suis assez ouvert là-dessus, donc c'est pas un souci, mais je constate effectivement qu'il y a des gens qui campent sur des positions et qui sont assez susceptibles avec cette question-là quand même. Ouais, ouais, ouais. Merci d'aborder ce sujet-là parce que c'est un ressenti personnel que j'avais et que j'ai pour l'instant pas réussi à valider, qu'il y a effectivement deux types de populations. Ceux qui se reconnaissent très bien dans le terme zèbre et qui sont arrivés là parce qu'ils ont connu des difficultés en général personnelles, Mhm. liées à ce sentiment de décalage dont tu parlais, et qui, bah, n'allant pas bien, ont consulté un psy, qui les a mis sur la piste du haut potentiel, mais via Jeanne Siofachin ou Christelle Petit-Paulin. Enfin, c'est tous ces psy cliniciens qui ont écrit et qui, du coup, se sont vachement retrouvés dans la description psychologique de certains traits de caractère. Et puis d'un autre côté, ceux qui ont passé les tests de QI, qui ont un score, qui se sont vus reconnaître officiellement comme étant HPI et qui du Mhm. coup sont pas trop d'accord pour qu'il y ait toute une masse de gens. Ils veulent rester dans les 2% de la population parce que le test de QI, c'est ça, ça ne représente que 2% de la population. Et quand on parle avec les gens aujourd'hui, surtout quand on est dans le domaine, et donc forcément il y a un effet de multiplication, hein, de loupe, puisqu'on est plongé à cœur dedans, j'ai clairement l'impression que c'est largement plus de 2% de la population qui se reconnaît dans ces termes de zèbre. Et je pense que c'est encore plus amplifié aujourd'hui parce que on parle de populations qui sont hypersensibles, qui sont en décalage, qui ont besoin de sens. Comme on vit dans une société où tout ça manque particulièrement, pour moi, c'est pas étonnant qu'il y ait de plus en plus de gens qui se retrouvent là-dedans. Après, Oui.
le débat, est-ce qu'il a un intérêt, est-ce qu'il n'a pas d'intérêt? Qu'est-ce que ça fait d'avoir l'étiquette QI supérieur à 130 ou pas? Qu'est-ce que ça t'apporte dans la vie? Qu'est-ce que ça te permet de faire? Qu'est-ce que ça change à ta vie? Pour moi, absolument rien. Donc, finalement, c'est un débat qui, pour moi, est presque un peu stérile. C'est OK, bon, très bien, tu te retrouves dans ces caractéristiques. Ça t'a permis de mettre des mots sur des trucs que tu vis. Euh, Maintenant, qu'est-ce que t'en fais? Tu vas pas aller te balader dans la rue partout en disant je suis zèbre, c'est parce que je suis zèbre, c'est pas de ma faute. Ça change. Non, non, a priori, non. Ça peut être une démarche. Moi, je trouve que c'est intéressant de se pencher sur la question pour apprendre à mieux se connaître et se comprendre. Et c'est ce que vous avez fait. Vous vous reconnectez à ce que sont les zèbres et à ok, bah, mieux comprendre son fonctionnement. Ça revient tout simplement aux bases du développement personnel et même de la philosophie. Connais-toi toi-même. Donc, ben voilà, il y a des gens qui ont cartographié certains types de fonctionnement. C'est super parce que ça nous évite de faire du travail. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Et justement, si je peux te couper, c'est ce que j'essaie de faire dans la revue du ZEB, c'est d'essayer de ne pas avoir un traitement spécifique. Je veux pas avoir, du coup, je veux pas que ça soit une sorte de journal des Mensa, des gens qui ont passé le test, qui sont plus intelligents que les autres, qui ont soi-disant quelque chose à apporter à l'humanité parce que ils sont plus intelligents, ils réfléchissent mieux. Ça, je veux pas du tout, mais je veux pas non plus que la revue du ZEB soit une sorte de journal des gens qui souffrent parce qu'ils sont soi-disant plus intelligents que les autres. Parce que, enfin, en tout cas, moi, je n'arrive pas à me dire, et on ne pourra pas me faire dire qu'on souffre parce qu'on est plus intelligent. Ou qu'on est plus intelligent, donc on ne peut pas, les gens qui seraient moins intelligents, enfin, en plus, c'est un peu bête de dire ça, mais en tout cas, qui auraient un quotient intellectuel plus bas ne pourrait pas nous comprendre ou ne pourrait pas faire ce que nous on fait. J'essaie juste de montrer que oui, effectivement, dans certains cas, il peut y avoir ce qu'on va dire des troubles associés au potentiel intellectuel ou pas. On peut être aussi au potentiel intellectuel et aller très bien. Et je pense que la majorité des gens, c'est le cas. Et qu'on peut aussi avoir des problèmes en étant au potentiel intellectuel, mais sans qu'ils soient liés à notre quotient intellectuel. Donc voilà, j'essaie de montrer ça, de montrer en fait en gros qu'on est des personnes normales, ce qu'on ne devrait pas avoir à montrer normalement. Mais il y a des gens parmi les surdoués qui ne souhaitent pas être considérés comme des personnes normales. C'est un peu ce côté voilà, club des génies, quoi. Et du coup, je lutte aussi contre ce traitement dans les médias généralistes du haut potentiel intellectuel sous l'angle du petit génie, qui est souvent le cas et qui, du coup, quand même, nous fait pas mal de tort, parce que même aujourd'hui, que ça se démocratise un peu, qu'on en parle un petit peu, quand on dit à quelqu'un, moi, j'en parle pas trop parce que je sais que quand je dis à quelqu'un qui sait pas ce que c'est, que je suis au potentiel intellectuel ou que je suis surdoué, parce que c'est le mot qui parle le plus aux gens, de suite, forcément, l'image, c'est l'image du mec qui comprend tout en une seconde, qui est capable de faire des équations à 35 inconnus sans calculatrice. Voilà, c'est ça, alors qu'en fait, je suis nul en maths, que j'ai jamais réussi à équilibrer une équation en chimie. Voilà, donc après, voilà, on peut avoir, il y a autant de haut potentiel intellectuel que de personnes qui ont un QI supérieur à 130. Et ensuite, du coup, et c'est vrai que quand on regarde un petit peu dans les médias ou dans la création romanesque ou audiovisuel, en général, le surdoué, c'est quand même un petit peu le petit génie qui est un petit peu renfermé sur lui-même, différent des autres, que personne comprend, qui est complètement loufoque et qui a des problèmes sociaux. Un petit peu, c'est un petit peu, il y a une sorte de confusion un peu entre un peu l'Asperger et le haut potentiel intellectuel. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué. Après, quand on creuse, on peut, si les gens s'intéressent vraiment, on peut leur donner des noms de films ou de séries ou de livres qui permettent de mieux comprendre un petit peu ce que c'est ou ce que ça peut être, parce que comme j'ai dit, il n'y a pas de profil type. Enfin, en tout cas, moi, j'arrive pas à dégager un profil type de HPI. Il y en a quelques-uns, comme ça, des noms de films, de séries qui peuvent être intéressés à regarder quand on s'intéresse au potentiel ou qu'on veut comprendre. Il y en a il y a une série qui pour moi est très connue et qui me convient assez au niveau du traitement, c'est Malcolm.
hein, la série où donc c'est une famille aux États-Unis qui est quand même bon, donc très décalée, hein, mais donc le héros, Malcolm, est un surdoué, même si c'est pas dit clairement, et il se retrouve dans une classe spécialisée, mais on voit aussi que c'est un enfant comme les autres qui fait des bêtises, qui a envie d'embêter ses copains, qui embête ses parents. Bon, après, c'est pas une famille normale, hein, c'est une famille qui vit différemment, hein, mais sur le côté, c'est pas que le petit génie qui va penser que à faire des maths toute la journée. Je trouve ça plutôt intéressant et on montre qu'on peut être surdoué tout en étant tout à fait normal et en ayant des préoccupations très très banales et en étant même parfois très très ras des pâquerettes, très bête, pipi caca, sans souci et que c'est pas un problème et que c'est pas du tout en opposition quoi. Et ça c'est plutôt rassurant, rafraîchissant quoi, parce qu'on peut en tout cas s'identifier en tant que surdoué à cet individu-là qui n'est pas du tout un espèce de génie complètement à part quoi. Donc, si j'avais une série à donner qui est en plus très accessible et qui, pour le coup, se regarde facilement parce qu'il y a beaucoup d'humour, je pense que c'est celle-là qui se rapproche le mieux. Même si, effectivement, mais c'est le principe de la création hein, des œuvres de fiction, hein, c'est forcément stéréotypé et romancé. Oui, mais pour une fois, c'est stéréotypé, pas uniquement sur l'aspect génie à lunettes, premier de la classe, Mm. aussi sur le fait que ça reste des personnes, des humains comme tous les humains, avec des passions, des grains de folie et des côtés plus sombres aussi ou à développer, à évoluer. Voilà, c'est comme tout le monde, des personnes qui ont besoin d'évoluer, d'apprendre à se connaître et progresser. Oui, et ce qu'on voit dans la série, c'est qu'il parvient à s'intégrer tout à fait normalement, comme les autres enfants de son âge, à la société. Il est pas du tout différent. Et même dans la série, à un moment, il se retrouve dans une classe du coup spécialisée. Mais du coup, il se retrouve avec des élèves qui sont en retard, avec des élèves qui ont des problèmes, des problématiques sociales, avec des élèves qui ont des problématiques d'handicap, que ce soit mental ou physique. Et du coup, il ne comprend pas pourquoi il se retrouve dans une classe avec des gens différents, parce que lui ne se sent pas forcément différent. Et du coup, c'est un petit peu enfin, en tout cas, moi, ça ressemble à ce que je ressens de mon potentiel intellectuel. Je me sens absolument pas différent des autres, même si, en l'occurrence, j'ai une différence. Mais si on creuse et si selon les critères qu'on prend, on peut tous rentrer dans une catégorie qui représente 2 ou 2,5% de la population. Ça dépend des critères qu'on prend. Là, en l'occurrence, on s'intéresse au quotient intellectuel, mais si on s'intéresse, je ne sais pas, à la taille, si on s'intéresse au poids, si on s'intéresse aux passions, on va tous se retrouver dans des catégories qui seront plus ou moins vastes. Donc, c'est peut-être pas forcément très intéressant de se focaliser sur les différences, mais voilà. Enfin, en tout cas, Différence. On trouvera toujours, tu as raison, on trouvera toujours des critères pour se différencier des autres. Par contre, tu parles de ce sentiment de décalage. Euh, Mhm. alors, c'est pas être différent, être décalé, c'est quoi pour toi? C'est plutôt. Alors, ce sentiment de décalage, je l'ai vraiment ressenti au moment où je suis entré dans la vie professionnelle. J'avais mis le doigt dessus un petit peu pendant ma scolarité, pendant mes études, mais sans que ça me pose vraiment de questions. Voilà, je me disais, bon, voilà, je n'ai pas forcément peut-être les mêmes valeurs que les gens. Enfin, je ne sais pas si c'est une question de valeur, mais plutôt les mêmes préoccupations, les mêmes priorités. Bon, c'est pas grave. Après, arriver dans la vie professionnelle, ayant un enfant, je me suis rendu compte que, en tout cas, mes collègues, quand je discutais avec eux le midi à la pause déjeuner, prenaient à cœur des choses qui, pour moi, n'étaient pas très importantes. En tout cas, je comprenais leur raisonnement, je comprenais leur inquiétude ou leurs préoccupations. Et je me disais, bon, ils se prennent la tête pour pas grand-chose en fin de compte, hein. Et à l'inverse, il y avait des choses qui, moi, pouvaient me questionner et me plonger dans une espèce de perplexité assez forte. Et je voyais que j'avais pas trop de la possibilité d'en parler parce que les gens, pareil, ils s'en fichaient. Enfin, tu vois, c'était l'inverse en fait. Donc là, je me suis dit, il y a quand même quelque chose d'étonnant parce que quelque chose qui me semble très important n'intéresse pas la plupart des gens que je fréquente. Et à l'inverse, des choses qui les préoccupent beaucoup, moi, me laissent un petit peu froid.
Donc, quel est le problème? Est-ce que je suis insensible? Est-ce que bah, du coup, il me manque quelque chose? Est-ce que je ne suis pas passé par les mêmes étapes qu'eux? C'est quoi le problème en fait? Et à ce moment-là, je n'avais pas du tout pensé au quotient intellectuel qui pouvait avoir cette différence. Et même aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ça soit ça qui me différencie de ces personnes-là, hein. Peut-être que c'est juste le caractère, la manière de voir la vie aussi. Après, dans quelle mesure c'est influencé par mon haut potentiel intellectuel ou pas, je ne peux pas le dire, quoi. Et je pense qu'on ne pourra pas le savoir. Et en même temps, je n'ai pas forcément envie de le savoir, hein. C'est bien aussi d'avoir une petite part de mystère. Oui, c'est pas évident de le savoir. En tout cas, on est quand même beaucoup à relater ça, c'est certain. Mm. D'avoir à un moment ou à un autre, et pour moi, ça a été ça aussi quand je suis arrivée dans la vie professionnelle, sortie du cadre voilà, des copains, des copines à l'école où on avait des centres de. C'était plutôt léger quoi, comme centre d'intérêt, même si en tant qu'ado, ça paraît très lourd. Mm. Arriver dans la vie professionnelle, se rendre compte qu'effectivement, il y a des centres d'intérêt qui sont très éloignés et qu'au pause déjeuner, on entend les autres parler, on se dit, bon, c'est un peu chiant cette conversation. Et dès que nous, on amène sur la table un sujet de conversation, on se dit, alors là, ça vraiment, c'est un sujet intéressant, un sujet de fond, et qu'on se voit regarder un peu, genre, on s'en fout. Ça rejoint souvent le grand besoin de sens qu'on retrouve Mm. chez les zèbres HPI. Alors, je n'ai pas encore creusé ça jusqu'au fond, mais je suis assez intéressée par ce que dit notamment Carlos Tinoco sur le sujet, de dire que, bah, voilà, avec, pour moi, donc je reviens à ça, hein, on a vraiment cette spécificité cérébrale qui fait que les informations sont captées plus vite et traitées plus vite. Du coup, le questionnement, l'interrogation va parfois un peu plus loin aussi. On arrive plus rapidement à monter les niveaux d'abstraction. Mm. Et je pense que c'est quelque chose qui peut être atteint par tout le monde. Simplement, nous, ça arrive en permanence et de manière beaucoup plus récurrente. Et du coup, on s'est plus interrogé sur ces questions-là. On a plus envie de s'interroger sur ces questions-là. Pour moi, ça vient peut-être de là. Mais en tout cas, c'est ce qui fait pour moi aussi la richesse des zèbres, c'est-à-dire qu'on est quand même allé loin dans un certain nombre de raisonnements, chacun avec son domaine de prédilection. Toi, c'est pas les maths, et il y a sûrement autre chose que tu as creusé beaucoup plus que certaines autres personnes. Donc, pour moi, j'en reviens à ce qu'on disait, trop intelligent pour être heureux. Non, pour moi, on est juste trop intelligent pour être malheureux. Il suffit d'aller chercher cette source de bonheur, alors qui peut être parfois difficile à trouver parce qu'elle est parfois bien enfouie sous des couches et des couches de plein de choses. Mais pour moi, on est trop intelligent pour se laisser complètement enterrer sur toutes ces couches. On a vraiment les moyens d'aller chercher au fond. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Après, je ne veux pas renier le fait que certaines personnes souffrent de cette Non, 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 intelligence. je ne dis pas Enfin, du tout que les personnes souffrent, clairement, et elles souffrent justement du fait de toutes ces couches qu'ont la société, l'éducation, qu'elles se sont mis aussi par leur peur elles-mêmes. Et je ne nie pas du tout qu'elles sont en souffrance, et c'est même une grande réalité. La souffrance est d'autant plus intense que l'activité cérébrale est forte pour certaines personnes. Ce n'est pas parce que l'activité cérébrale est et importante. voilà. On sait qu'on Mm. n'a pas forcément de corollaire direct. Par contre, l'intensité est là, c'est certain. Mm. Mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a les moyens de s'en sortir, c'est aussi vraiment. Oui. Pas Ah oui, rester oui. ah, mais c'est parce que je suis au potentiel, je suis malheureux, c'est normal. C'est pas normal. C'est normal pour personne d'être malheureux, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est aussi ce que j'essaie de véhiculer, de transmettre dans la revue du ZEP, c'est de dire on ne peut pas dire que parce qu'on est HPI, on va souffrir. Parce qu'on est HPI, on va être malheureux. Parce qu'on est HPI, on va avoir des problèmes pour s'insérer dans la société, pour faire ça. Non, c'est pas vrai. Enfin, en tout cas, moi, si on me demande, je dirais non, c'est pas vrai. Et moi, personnellement, j'ai jamais souffert. Enfin, en tout cas, je me suis jamais dit là aujourd'hui, je suis malheureux, c'est parce que je suis trop intelligent. Euh, c'est pour pousser à l'absurde, hein, le titre du livre, hein, trop intelligent pour être heureux. J'ai jamais ressenti, en tout cas, je me suis jamais dit, ah tiens, je suis malheureux aujourd'hui. Ah, c'est pas parce qu'il m'est arrivé ça ou ça. Non, c'est parce que je suis trop intelligent en fait. Je peux pas. D'ailleurs, il Voilà. y a plein de zèbres qui refusent ce titre aussi parce qu'ils se disent non, moi je suis pas assez intelligent pour être zèbre.
Il y a ces deux catégories qu'on retrouve avec les gens qui veulent valoriser leur QI et qui sont très fiers et Mensa et compagnie, et ceux qui, au contraire, renient presque l'intelligence en disant mais non, mais ce test, c'est juste qu'il était hyper facile, c'est normal que j'ai un gros score. C'est intéressant, Mm. ce décalage très important. Oui, c'est ça, parce qu'au-delà de ça, c'est ce que je voulais dire. Je me sens même pas, en plus, particulièrement intelligent par rapport à d'autres personnes qui ne seraient pas au potentiel intellectuel. Parce qu'en plus, si on s'intéresse aux tests, les tests mesurent une certaine forme d'intelligence, hein. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres formes d'intelligence et de créativité. Il y a des personnes qui sont capables de faire des choses que je serais jamais capable de faire dans ma vie. Et peut-être que je suis capable de faire des choses que d'autres ne pourront jamais faire dans leur vie. Et je vois bien que j'ai certaines facilités, notamment dans le monde professionnel. J'arrive à comprendre vite les choses, à saisir les enjeux, à m'adapter rapidement à des situations, à des missions, effectivement. Mais à côté de ça, j'ai des collègues qui étaient capables de traiter des informations que moi, je n'étais pas capable de traiter, qui faisaient des choses que je n'étais pas capable de faire, alors que ils n'avaient pas un QI inférieur ou, enfin, je sais pas, j'ai même pas, je leur ai même pas posé la question. C'est pas quelque chose que je demande, quoi. Chacun ses Donc, talents. ouais, voilà, chacun ses talents, chacun ses spécialités. Après, effectivement, bon, il se trouve que certaines personnes ont été identifiées comme haut potentiel intellectuel et que ça peut ou pas avoir des répercussions. Et du coup, c'est ça que j'ai voulu faire, hein. Et j'ai un petit peu rebondi aussi sur une tendance médiatique du développement de ce qu'on appelle les médias de niche, hein. Et du coup, c'était aussi une stratégie pour essayer de justement, comment dire, asseoir ce média et lui permettre de vivre, hein. C'était de trouver un public, trouver des lecteurs en fait, hein. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas de mon expérience et de ce que j'ai pu constater en faisant mon mémoire de recherche, les médias qui arrivent à émerger aujourd'hui, qui arrivent à survivre, sont malheureusement très peu nombreux, à part, hein, ceux qui ont les reins très très solides, mais on est plutôt sur une sorte de média communautaire, donc qui parle à des gens, donc des gens qui savent de quoi ils parlent, qui parlent à des gens qui recherchent des informations assez précises et assez circonstanciées sur un sujet en particulier. Donc c'est pour ça aussi, hein, qui a fait ça. Moi, j'avais pas forcément, en tout cas, mon objectif c'était pas d'être un représentant du haut potentiel intellectuel, et je refuse absolument cette position-là. C'est pas du tout mon objectif, hein, c'est pas du tout mon objectif. Il y en a qui le font très bien, et je leur laisse faire ça parce que moi, je ne sais pas faire de toute façon. Je ne fais pas de politique, je fais pas de lobbying ou quoi que ce soit. Ok. Je fais ce que je sais faire. Ok, donc ça reste très journalistique, neutre, euh, relativement. Ouais. Bah, après, bah, juste une parenthèse, hein, je me suis rendu compte en étant journaliste que la neutralité, en tout cas dans ce métier-là, n'existe pas. L'objectivité non plus. Il y a une volonté de l'être le plus possible, de s'en rapprocher le plus possible, effectivement, mais on parle toujours de quelque part, on a toujours des références, on a toujours des influences, euh, on a toujours des croyances, et heureusement, en tant qu'individu, et on ne peut pas s'en débarrasser, on ne peut pas être deux personnes différentes, on ne peut pas être une espèce de robot. On peut euh, se débarrasser d'un certain nombre de croyances quand même, hein. Je ne peux pas te laisser dire ça. on peut s'en débarrasser, hein, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas être une espèce d'individu froid et insensible, même quand on est journaliste et qu'on essaie d'être neutre. On va toujours être influencé par quelque chose, hein, ne serait-ce que la météo du jour dans lequel on va écrire un article, hein. S'il fait gris, on va peut-être être un peu moins positif ou optimiste que s'il fait un grand soleil, hein. Heureusement, nous, on vit dans une région où il fait plutôt soleil, donc on va peut-être être plus optimiste. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va être forcément influencé par quelque chose, donc on ne sera jamais neutre. Enfin, en tout cas, je ne sais pas comment on fait. S'il y en a qui arrivent, je veux bien qu'ils me contactent pour m'expliquer comment ils font, parce que ça m'intéresse, mais je sais qu'on ne peut jamais être neutre. Et avec la revue du ZEP, je ne suis pas neutre, hein, mais j'essaie d'être le plus équilibré possible, en tout cas dans le traitement des informations, et de ne pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre, avec bien sûr des réserves et des limites, qui est le respect de l'individu, et de ne pas mettre en avant des personnes qui me semblent être des charlatans, parce que malheureusement, il y en a un certain nombre qui gravitent un petit peu dans ce secteur, enfin dans ce domaine-là, hein, autour des hauts potentiels intellectuels. J'ai l'impression qu'on a un peu une réputation de proie facile pour certains.
C'est intéressant ça, tu pourrais nous en dire un petit mot en plus? J'ai l'impression que parfois certaines personnes qui se présentent comme thérapeutes ou guides de vie ou qui coach, il y a aussi ce côté coach. Alors, j'ai pas envie de me mettre tous les coachs à dos, hein, mais parce C'est qu'il y en a comme beaucoup. partout, il y a des bons et des moins bons dans tous les domaines. Ouais, voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y en a qui font très très bien leur boulot et il n'y a aucun problème. Je veux même dire la plupart, hein, la plupart font très très bien leur travail. C'est comme les thérapeutes. Après, j'ai constaté qu'il y avait une tendance aussi à exploiter, hein, ce côté valorisant du haut potentiel intellectuel, zèbre, et aussi à essayer de convaincre certaines personnes que c'est une souffrance, que c'est l'explication de toutes les souffrances, et du coup de vendre des choses pour se sentir mieux, pour avancer dans la vie, et du coup essayer d'avoir une approche un peu plus commerciale avec ça, et c'est quelque chose qui me pose problème. Et il y en a clairement qui sont des charlatans, hein. Je sais que pour avoir un petit peu enquêté sur le sujet, il y a des personnes qui proposent des tests de QI par téléphone, par exemple. Donc ça, je veux dire, c'est quasiment à mettre à la poubelle et à dénoncer auprès des, euh, des autorités qui s'intéressent aux dérives sectaires ou à une sorte ouais, c'est une arnaque, hein. Pour moi, c'est une arnaque complète. Voilà. Et je sais qu'il y a des gens qui se plaignent aussi de ce que fait Jeanne Fachin avec Cogitose et qui considèrent qu'elle essaye justement. Je ne veux pas la mettre en cause personnellement, hein, je relais certaines choses que j'ai pu lire et qu'on a pu m'expliquer qui disent que justement ça l'arrange d'avoir une définition très élargie du haut potentiel avec l'introduction de ce côté émotionnel et du coup la création de cette catégorie de zèbres qui lui permet d'élargir sa clientèle, hein, parce qu'ensuite effectivement elle vend des accompagnements, des thérapies avec son centre. Et donc voilà, je comprends qu'on puisse penser ça. Après, moi, j'ai jamais rien trouvé voilà, d'illégal. Je remets pas du tout en cause ce qu'elle fait. Par contre, il y en a où c'est vraiment beaucoup plus problématique. Je ne donnerai pas de nom parce que j'ai pas de preuves précises. Quoique si on pouvait prendre le temps, et ça se fera certainement un jour sur la revue du Zèbre, on verra qu'il y en a qui essaient d'arnaquer, mais ça, c'est certainement le cas dans d'autres secteurs, quoi. Oui, partout où il y a Mm. des gens vulnérables, il y a des gens qui en profitent et comme la majorité des êtres humains sont vulnérables, on en trouve des profiteurs absolument partout, c'est vrai. Ok, donc cette approche sur la revue du zèbre qui se veut être, alors pas neutre, mais en tout cas représentative de l'ensemble des courants qui sont existants. Et tu disais donc qu'il centralise l'info et qui est aussi un repère communautaire. C'est Mhm. quoi pour toi un repère communautaire? Bah, c'est une sorte de lieu. Donc, en fait, donc, il y a le journal, hein, le site internet, revue-du-z.com, où les articles sont publiés. Donc, en général, c'est 2, 3 par semaine. Ça va dépendre aussi de ma disponibilité, étant donné que je travaille à côté. Il y a aussi une page Facebook, un compte Twitter. Et ça permet aux gens, je me rends compte, en fait, d'échanger. Parfois, je publie un article et sur Facebook, je le relais et dessous, les gens commentent et donnent leur avis et ensuite, parfois, dérivent sur d'autres sujets. Et donc, les gens se rencontrent comme ça, en fait. Donc, ça permet de mettre en relation des gens de manière indirecte. Et c'était un peu ce que je voulais faire aussi, avoir ce côté de bon, ben voilà, on sait que la revue du Zèbre, il parle du haut potentiel intellectuel. A priori, il sait plus ou moins de quoi il parle. Du coup, les gens qui vont lire ça vont venir le lire parce qu'ils recherchent de l'information sur le haut potentiel intellectuel comme moi, mais de l'information, pas de l'émotion, pas de confirmer que je suis différent, que je suis meilleur, que je suis ci ou ça. C'est une sorte de repère communautaire des gens qui recherchent de l'information la plus journalistique possible sur le haut potentiel intellectuel, qui soit au potentiel intellectuel, qui ne soit pas au potentiel intellectuel, qui fréquente quelqu'un qui l'est, ou qui ont quelqu'un de leur famille qui l'est, ou juste qui s'intéresse à ce sujet-là, hein. Donc ce côté communautaire-là, c'est pas communautaire sur les surdoués, c'est communautaire sur les gens qui s'intéressent au sujet et qui ont besoin d'informations sur le sujet, et pas de croyances ou
ou d'émotions. Après, je ne dis pas que c'est pas bien, hein, je ne dis pas que c'est pas bien de parler des émotions ou se rassembler entre personnes qui se ressemblent ou quoi, hein, mais c'est pas ce que je veux faire, c'est pas mon objectif en tout cas. Une approche informative, purement informative et factuelle. Ouais, 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 voilà, factuel, c'est bien. Plutôt que de dire neutre ou objectif, factuel, informatif, c'est plutôt ce qui correspond, je trouve. Ok. Cool. Mm. Merci Pierre. J'ai une dernière question pour toi. Donc, si je comprends bien, tu as cette activité, enfin, tu as plusieurs activités d'indépendant. Ouais. Des activités ce projet qui te tient plus à cœur et d'autres activités qui sont un peu plus alimentaires. C'est assez courant quand on veut se lancer dans l'indépendance, quand on démarre, ou même au bout d'un certain temps, quand on n'a pas réussi encore à trouver le modèle économique qui correspond bien au projet qu'on veut développer. C'est cool parce que ça permet quand même de développer un projet et en même temps de gagner de l'argent. Donc, c'est comme une situation intermédiaire qui peut être utile pour pas mal de personnes. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes voilà, qui ont ce projet qui leur tient à cœur et qui, en parallèle, pour l'instant, ont un job alimentaire qui leur permet d'assurer leur sécurité matérielle? Alors, le conseil que je donnerais, et c'est un conseil que je me donne à moi-même tous les jours aussi quand j'ai des petits moments de découragement, c'est de garder confiance et de persévérer, même si on a l'impression que ça mène à rien, que ça stagne, que ça avance pas, et essayer de se satisfaire ou de se contenter, de s'enthousiasmer même pour chaque petite avancée, aussi petite soit-elle. Fêter les petites victoires, c'est très important. Ouais. Surtout Fêter les petites victoires, ouais. comme on peut mettre cette étiquette parfois sur les zèbres, où on a tendance à penser qu'on peut toujours faire mieux, que ça peut toujours être mieux. On en oublie de fêter ces petites victoires. Donc ça, merci. Ouais, ouais, c'est ça, parce que parfois, même moi, je le ressens, je peux avoir une sorte de besoin d'absolu, comment dire, il faut que tout soit parfait, tout comme je l'ai imaginé, même mieux. Et du coup, on n'est jamais satisfait, en fait, on est toujours mécontent. Et c'est ce qui peut faire abandonner des projets aussi, hein, de se dire, bon, bah, j'y arriverai jamais, ça ne marchera pas. Avec la revue du Zèbre, pour l'instant, bah, j'arrive pas à en faire un journal qui se finance tout seul, mais malgré tout, je continue à avancer et pas après pas. Je me dis que bah, tout ce qui est publié, tout nouvel article qui est publié, c'est quelque chose de plus. C'est potentiellement une lecture de plus pour quelqu'un. Ça va peut-être apporter une information à quelqu'un. C'est déjà bien. C'est ce qui me permet de le faire. Tant que j'en ai la possibilité matérielle et physique de le faire, je continuerai. Voilà, peut-être que j'arriverai jamais à remplir l'objectif d'en vivre à 100% et de me consacrer à 100% à ça. Et puis tant pis, parce que les autres activités que je fais m'apportent aussi beaucoup de choses, hein, donc voilà, je suis très satisfait de ce que je fais actuellement, de mon rythme professionnel, de mes activités professionnelles, et pour rien au monde, je ne reviendrai en arrière. Et enfin, en tout cas, j'espère ne jamais avoir à reprendre un boulot à temps plein avec un patron, un supérieur hiérarchique. Mes collègues me manquent, mais l'entreprise ne me manque pas du tout. Je comprends très, très, très bien. Je sais, il y a beaucoup de gens quand je dis ça, qui me disent, mais oui. Oui, oui, je suis passée par là et c'est pareil. Pour rien au monde, je retournerai là-bas. Donc, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour faire en sorte que ce qui est existant continue à marcher, au moins aussi bien, voire à progresser, à évoluer. Clairement. Ouais, voilà. Et Si on puis, veut, garder confiance. Garder confiance. c'est ça, garder confiance. Et si on veut t'aider, Pierre, tu parlais d'une cagnotte Tipeee. On va mettre le lien Ouais. sur la vidéo. Oui, Euh, bien sûr. donc, c'est un lien Tipeee et Ouais, alors c'est un lien Tipeee. Il est sur la revue du ZEB, sur le journal, sur la page d'accueil. Il y a écrit soutenez-nous, participez à notre cagnotte Tipeee. Donc, ce qui est intéressant avec ce système-là, c'est qu'on peut donner de l'argent d'une manière ponctuelle, hein, dire on fait un don, voilà, je donne 5 euros une seule fois, ou on peut s'engager aussi à donner tous les mois. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça permet aussi d'avoir une vision à plus long terme, hein, quand les gens s'engagent, c'est toujours mieux. Voilà, après, je conçois que c'est compliqué actuellement au niveau financier. ça Donc peut être voilà, une j'exagère. illustration symbolique. Voilà, si chacun contribue avec sa part de colibri, comme dirait Pierre Rabhi. Ouais, 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 oui, 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 c'est le principe, hein, c'est comme ça que j'ai voulu le faire. Et en fait, j'ai mis en place ce système-là, j'ai voulu financer
la revue du ZEB comme ça après mon mémoire que j'ai fait quand j'ai repris mes études, parce que du coup, j'ai travaillé sur les médias indépendants qui fonctionnent sans publicité, sans subvention. Et du coup, voilà, qui fonctionne qu'avec le soutien et le financement des lecteurs. Et c'est ce qui m'intéresse parce que je me suis rendu compte que ça apportait quand même une sorte de liberté, d'indépendance éditoriale qui ne peut pas exister, en tout cas de manière absolue, avec d'autres modèles économiques. Mais c'est très difficile. C'est très, très difficile de l'atteindre. Et j'en suis conscient, et c'est pour ça que je n'ai pas voulu me lancer de manière complète dans la revue du ZEB. Je savais en le faisant que ça allait être une de mes activités. Mais ça me convient tout à fait parce que j'aime beaucoup avoir plusieurs activités. Parce que du coup, mes semaines ne sont jamais les mêmes. Et même mes journées ne sont jamais les mêmes. Le lundi, je fais quelque chose, le mardi, je fais autre chose. Et le mercredi, je fais quelque chose que je n'ai pas fait le lundi et le mardi. Donc ça, enfin, pour moi, c'est vraiment ce qui me convient tout à fait. Ouais. C'est un profil qui convient à pas mal de zèbres aussi. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Ok, donc on va mettre le lien sous la vidéo pour soutenir. Soutenez Pierre et la revue du Zèbre donc pour son approche factuelle et la plus ouverte possible aux différents courants. Pierre, Mm. merci beaucoup pour Mais cette interview, cette conversation entre zèbres. On est passé du vous au tu assez naturellement et simplement. J'en suis ravie. ouais, Ravie d'avoir fait ta connaissance et j'encourage, moi je connais la revue du Zèbre, j'y vais régulièrement. J'encourage ceux qui auront vu cette vidéo à y aller. Et puis, je te remercie encore et je te dis à très bientôt, j'espère. merci à toi, bonne journée, à très bientôt. Ciao. Au revoir.